Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 9 principes essentiels à connaître avant d'investir en bourse pour pouvoir gagner en bourse sur le long terme avec une stratégie passive. Donc ces principes, ce sont des principes, on va dire, intermédiaires en termes de niveau. C'est-à-dire que si vous êtes 100% débutant et que vous ne savez pas ce que c'est qu'une action, une obligation, comment on gagne en bourse, je vous mettrai un lien dans la description d'une vidéo qui s'adresse vraiment aux gens qui débutent complètement en bourse. Ceci étant dit, les principes qu'on va voir maintenant sont très importants à connaître. C'est vraiment des principes de base pour pouvoir faire fructifier votre patrimoine avec une stratégie passive en bourse. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la vidéo, on va voir chacun de ces principes. Je vais vraiment bien vous les expliquer, en tout cas du mieux que je peux vous les expliquer. Et vous aurez aussi dans le premier lien dans la description, enfin un lien dans la description, une infographie, je pense que je le mettrai dans le premier lien dans la description, une infographie qui va vous permettre d'avoir tous ces principes résumés sous forme d'un schéma. Et donc pour pouvoir juste les imprimer en fait et vraiment les avoir en tête parce qu'ils sont, c'est vraiment la base de la base pour pouvoir gagner en bourse et aussi pour être serein dans son investissement en bourse, pour pas toujours avoir une charge mentale trop importante, pour pas toujours se poser plein de questions. Donc on va commencer directement avec le principe numéro 1. Le principe numéro 1, c'est que la bourse est gagnante sur le long terme. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'enrichir en bourse, non pas parce que la bourse est compliquée en soi ou pas parce qu'il y a un risque qui est démesuré, mais tout simplement parce que gagner en bourse, c'est long, ça prend du temps. Et évidemment, la plupart des gens voudraient s'enrichir et s'enrichir vite. Mais pour faire fructifier votre capital grâce à l'investissement en bourse, il faut compter un horizon de placement de 10 ans minimum, mais idéalement plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous prenez le temps, si vous ne cherchez pas à avoir de l'argent rapidement, vous êtes quasiment certain de gagner parce que sur le long terme, les marchés boursiers sont haussier. Donc je vais vous prendre un exemple. Cet exemple, on va le prendre sur le CAC 40 parce que beaucoup de Français investissent en France. Donc je vais vous mettre un graphique. Le graphique depuis sa création, il n'y a pas loin de 35 ans. Et donc de 1988, date de création, à début 2002, il est passé de 1000 à 7091 points. Il a donc été multiplié par 7,1. Étant donné le coefficient d'inflation pendant cette même période qui a été de 1,65, le rendement moyen du CAC 40 de 1988 à 2022 hors inflation a été pratiquement de 5,5%. Malgré les crises de 2000, malgré les crises de 2008. Et même aujourd'hui, en septembre 2022, si on prend en compte la crise en Ukraine plus l'inflation, l'indice est toujours à presque 6126 points. Ce qui, en tenant compte d'un coefficient d'inflation passé à 1,74, nous donne pour la période 1988-2022 un rendement moyen hors inflation de 4,4% quand même. Donc le CAC 40, c'est pas le plus performant des indices, mais c'est pour vous montrer, c'est une illustration que sur le long terme, les marchés sont haussiers. Encore une fois, je vous remets le graphique, on peut le constater, la hausse de l'indice n'est pas représentée par une ligne droite ascendante. On voit bien que ça passe par des pics, des creux plus ou moins vertigineux sur le court terme. Sur le court terme, les variations peuvent être très importantes, mais sur le long terme, les marchés sont haussiers. C'est le principe numéro 1 à retenir. Principe numéro 2, les pertes sont inévitables et donc quelles pertes êtes-vous prêt à encaisser? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre et vraiment à se poser la question parce que en bourse, quand vous allez investir sur le court terme, comme on vient de le voir, vous allez forcément perdre de l'argent parce qu'il y a des fluctuations, ce qui fait que les pertes sont inévitables. Et donc, il faut à un moment donné se poser la question, non pas de se dire je ne veux pas perdre, parce que si vous dites je ne veux pas perdre, c'est pas possible, ça va forcément fluctuer, mais de se poser la question, c'est-à-dire de bien savoir que sur le long terme, je vais gagner parce que les marchés sont haussiers, mais sur le court terme, quelle perte je suis prêt à encaisser pour ne pas avoir justement une charge mentale trop importante, pour pas commencer à me poser plein de questions, pour pas commencer à écouter les gens qui m'annoncent le méga crash et que plus rien ne sera jamais pareil, pour pouvoir tout simplement être relativement serein et tenir ma stratégie sur le long terme. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire le test avec un chiffre. Imaginons que vous investissiez 50 000 euros. Donc voilà, vous avez 50 000 euros à investir, vous investissez 50 000 euros, ok, à moins 10%, donc avec une baisse de moins 10%, ce qui est relativement fréquent, ça fait 5 000 euros de perte sur votre capital, donc vous n'avez plus que 45 000 euros. Comment vous vous sentez? À moins 25%, là c'est une perte quand même plus importante, vous avez
12 500 € de perte. Comment vous vous sentez? À moins 35%, vous avez 17 500 € de perte. Comment vous vous sentez? C'est intéressant de vraiment de voir ça parce qu'en fait, quand on commence à investir en bourse, on ne se rend pas forcément compte concrètement de comment on va réagir quand on va voir cette somme d'argent qui est investie et qui va diminuer, voire diminuer fortement. Et donc faire ce type de test, ça permet de mieux justement me connaître, de mieux connaître ma tolérance au risque et donc d'ajuster ma stratégie, notamment au niveau de l'allocation stratégique. Parce que si vous êtes à 100% investi en actions et que le marché baisse de moins 35%, vous vous prenez moins 35% en plein dans la tête. Mais si vous êtes seulement investi à 60% en actions, forcément sur la globalité de votre portefeuille, la perte sera amoindrie. Et si dans votre portefeuille, à côté des actions, vous avez des actifs qui peuvent être des actifs qui sont décorrélés négativement des actions, vous pouvez, sur une perte comme ça, peut-être en fait subir beaucoup moins de pertes, voire même ne pas subir de pertes du tout, voire même en profiter pour pouvoir faire un rééquilibrage et acheter justement les actions quand elles sont moins chères. Donc ça, c'est vraiment une question à se poser, ne pas se dire je ne veux pas perdre parce que je vais perdre, mais plutôt combien je suis prêt à encaisser et aussi ajuster ma stratégie en fonction. Je vous mettrai une vidéo dans la description où je vous explique justement comment construire son portefeuille dans sa globalité de A à Z, donc notamment l'allocation stratégique, la partie sécuritaire et la partie plus risquée, la partie rendement du portefeuille. Principe numéro 3, faites attention aux frais qui n'ont l'air de rien. Les frais servent à rémunérer les banques, les courtiers, tous les intermédiaires. Moins vous utiliserez leurs services et moins vous en aurez, même si évidemment il y en aura toujours un minimum. Les frais les plus évitables, c'est les frais de gestion, ce sont aussi souvent les plus élevés. Ils sont principalement pratiqués par les banques traditionnelles, comptés en moyenne 0,6 à 2% par an. Si vous voulez les éviter, il vaut mieux passer par une banque en ligne ou un courtier. Après, il y a d'autres frais qui ne sont pas évitables, comme par exemple les frais de courtage. Tout le monde les pratique et ils sont plus ou moins importants. Ce qu'il faut bien comprendre avec les frais, c'est que quel que soit leur montant, ils vont rogner votre performance. Et le côté très vicieux des frais, c'est que plus ce pourcentage est faible, plus ce pourcentage n'a l'air de rien, et moins vous allez vous méfier, moins vous allez vous dire que ça a de l'importance, même si en fait ce n'est pas le cas. Donc on va faire une petite démonstration avec un exemple chiffré. On va prendre une somme pas trop importante comme capital de départ, 15 000 €. Donc 15 000 € qu'on va investir, pas de complément mensuel. Taux d'intérêt, on va reprendre la performance moyenne du CAC 40 qu'on a vu tout à l'heure à 7,1%. On parle juste de la performance, pas de l'inflation, c'est pour faire un comparatif. Durée d'investissement, 35 ans. Donc au bout de 35 ans, vos 15 000 € de départ vous auront rapporté 165 471 €. Enfin, vous aurez un capital final de 165 471 €. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va voir ce que ça donne si vous aviez eu 1% de frais. Parce que finalement, bon, 1% de frais, qu'est-ce que c'est? Et donc cette fois-ci, la même chose, sauf que là on a retiré les 1% de frais. Votre capital ne va plus être que de 119 160 € sur 35 ans. Les 1% de frais qui n'ont l'air de rien auront supprimé pratiquement un tiers de vos potentiels 165 000 €, 27% en moins à l'arrivée. Donc autant dire que tous les frais qui n'ont l'air de rien, il vaut mieux les surveiller. Principe numéro 4, minimiser les rotations. Acheter et vendre coûte de l'argent comme on l'a vu tout à l'heure. Tous les courtiers, toutes les banques, à de rares exceptions près, pratiquent des frais de courtage. Et ces frais de courtage s'appliquent évidemment à chaque transaction. Donc très logiquement, on peut le comprendre, vu que c'est un coût à la transaction, plus il y a de transactions, plus il y a de frais. Donc il y a deux moyens de les minimiser. Premièrement, bien choisir son courtier. Et deuxième méthode, encore plus efficace, éviter tout simplement ou minimiser tout simplement un maximum les rotations. Et c'est tout l'intérêt justement de la stratégie passive parce qu'on va construire sa stratégie, on achète ensuite des titres en fonction de cette stratégie, on tient ses positions sur le long terme, on fait juste un rééquilibrage périodique. Et avec ça, non seulement on se prend pas la tête avec les fluctuations quotidiennes du marché, non seulement on est sûr de développer son capital comme on l'a vu avec le principe numéro 1, mais en plus on économise énormément de frais à ne pas acheter et vendre tout le temps. Et comme on l'a vu, des frais non dépensés, c'est de la performance en plus. Principe numéro 5, les ETF sont mis à jour régulièrement. Depuis le début de cette vidéo et sur cette chaîne en général, je vous parle de stratégie passive, investir sur le long terme avec une stratégie passive et donc forcément les ETF sont au cœur de cette stratégie. Les ETF permettent de minimiser les frais,
0,3% en moyenne, et permettent de profiter de la tendance haussière des marchés tout en minimisant les risques de perte. Tout simplement parce que les ETF permettent de se diversifier. Quand vous achetez un ETF, vous n'achetez pas une seule action, mais vous achetez un panier d'actions. Si je prends l'exemple du S&P 500, donc le fameux S&P 500, quand vous achetez un ETF S&P 500, donc par exemple le Amundi S&P 500 ETF, donc quand vous achetez cet ETF, en réalité, vous achetez un peu de chacune des 500 entreprises que contient l'ETF. Alors si demain Apple fait faillite, bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais admettons, si demain Apple fait faillite, vous n'allez pas perdre votre investissement comme si vous le déteniez en actions propres. Ce qui va se passer, c'est que cette société sera tout simplement remplacée par une autre dans l'ETF et le poids des différentes sociétés sera réactualisé. Et ça, c'est très important de comprendre que les ETF, de toute façon, sont mis à jour régulièrement. C'est-à-dire que les entreprises qui composent le S&P 500 ne restent pas les mêmes tout le temps. Remplacer les entreprises moins performantes par celles qui sont plus performantes, c'est ce qui permet justement à l'ETF en lui-même d'être performant. Donc là, je vous remontre d'un côté les 10 premières sociétés d'aujourd'hui, et vous avez à droite, normalement à droite sur l'écran si tout va bien, les 10 sociétés qui l'étaient en l'an 2000. Donc on voit que à part ExxonMobil, qui était à la première place et qui maintenant se trouve à la 10e place, les autres ont toutes été déclassés, voire remplacés. C'est-à-dire que Pfizer est à la 19e place, Citigroup est à la 23e, et le taux de rotation de ces entreprises est de plus ou moins 2% par an, soit environ 10 entreprises par an. C'est pas énorme, mais sur le long terme, ça fait une différence. Donc vous n'avez pas à faire tout ce travail par vous-même, c'est l'ETF qui s'en occupe pour vous d'une façon transparente. Principe numéro 6, le principe du déclencheur de l'imposition. Très important à comprendre parce qu'on a vu que les frais rognaient sur votre performance, mais ce qui va aussi beaucoup rogner sur votre performance, c'est les impôts. Globalement, quand vous allez investir en bourse, en tout cas à la base, vous avez deux supports principaux, le PEA d'un côté et le CTO de l'autre, donc le plan d'épargne en action et le compte titre ordinaire. La principale différence entre les deux, c'est que le PEA est une enveloppe défiscalisante, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, vous n'êtes plus imposable. Donc vous paierez toujours les prélèvements sociaux, mais vous ne serez plus imposable, donc il y aura une partie de ce que vous allez payer qui va tomber, alors que sur le CTO, ce n'est pas le cas. Le CTO, c'est pas une enveloppe défiscalisante, c'est juste un compte titre normal pour pouvoir investir en bourse. Si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, j'ai fait aussi une vidéo compte titre ou PEA, lequel choisir, je vous la mettrai dans la description. Et donc, au-delà du fait que le PEA soit défiscalisant, soit une enveloppe défiscalisante et pas le CTO, il y a aussi une différence majeure entre les deux, c'est le moment où se déclenche l'imposition. Et ça, c'est très important à comprendre. Tout simplement, quand vous gagnez de l'argent avec vos titres, soit par les dividendes, soit en plus-value, cet argent va être versé sur votre compte espèce, que ce soit sur le PEA ou sur le CTO. Par contre, sur le PEA, vous ne paierez ni impôts ni prélèvements sociaux si cet argent reste sur le compte espèce. C'est le retrait de ce compte qui déclenche l'imposition. Sur le CTO, c'est le versement sur ce compte espèce qui va déclencher l'imposition. Donc, que vous retiriez cet argent ou pas, que vous le réinvestissiez ou pas, sur le CTO, il y aura des impôts. Donc, en général, c'est la flat tax de 30%. Il y a des cas particuliers, hein, je vous en parle dans la vidéo PEA vs CTO, mais voilà, globalement, ça sera 30% de flat tax que vous allez payer. Et donc, évidemment, c'est très important de comprendre ce principe du déclencheur de l'imposition pour votre stratégie PEA ou votre stratégie CTO. Principe numéro 7, les dividendes ne vous rendent pas plus riche. Alors oui, je sais, pour beaucoup de personnes, les dividendes, c'est de l'argent qu'on vous verse plus ou moins régulièrement sur votre compte, et donc plus d'argent égale plus riche. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Quand vous touchez les dividendes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est au détriment de la performance que vous pourriez avoir avec vos titres. Donc si je reprends l'exemple du CAC 40 vu précédemment, sa performance sur 10 ans est de plus 82,60%, soit 6,2% annualisé. Maintenant, si on parle du CAC 40 GR, donc le CAC 40 GR, c'est le CAC 40 dividendes réinvestis, c'est-à-dire la performance que l'on a si l'on ne touche pas les dividendes. Et donc voilà sur la même période la performance du CAC 40 GR, plus 33,78%. Annualisé, ça donne 8,87%, soit plus 2,67% par rapport au CAC 40 classique. Donc il faut bien comprendre que quand vous touchez un dividende, le prix de votre action baisse automatiquement. Donc si par exemple vous avez une action totale au moment où j'ai écrit cette vidéo, le prix était très proche de 50 €, et que donc demain, admettons que vous touchez un dividende de 2,75 €, le prix de votre action va immédiatement baisser à 47,25 €. Est-ce que vous êtes plus riche? La réponse, c'est non.
Votre capital est juste réparti différemment entre titres et espèces, mais au final, c'est exactement pareil. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le long terme, vous êtes perdant parce que cet argent versé en dividende baisse votre performance. Vous allez beaucoup moins profiter des intérêts composés. Donc là, encore une fois, on va reprendre des exemples chiffrés sur un investissement de 50 000 euros sur 25 ans. Donc avec le CAC 40 à 6,2%, on obtient 224 948 euros au bout de 25 ans, donc 50 000 euros, pas de versement mensuel, taux d'intérêt annuel 6,2, durée d'investissement 25 ans, capital à la fin 224 948 euros. Et maintenant, si on prend la performance du CAC 40 GR, c'est-à-dire 8,87% comme on l'a vu, c'est-à-dire dividendes réinvestis, CAC 40 GR avec les dividendes réinvestis, on obtient sur la même période 418 481 euros, soit plus 54%. Donc oui, c'est sympa de toucher des dividendes, bien sûr, mais à quel prix sur la performance future? Alors certains diront que le prix de l'action va remonter, ce qui de toute façon n'a pas grand chose à voir et en plus n'est pas écrit dans le marbre. En attendant, ça se traduit par une baisse de performance qui, même si elle vous paraît minime sur le court terme, devient très importante sur le long terme, comme on vient de le voir en raison des intérêts composés. Et enfin, pour conclure, un dernier point sur ce principe, un dernier point sur les dividendes. Si vous préférez de toucher de l'argent avec vos dividendes, c'est-à-dire vous préférez avoir de l'argent cash qui arrive sur votre compte, pourquoi pas, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais ce qui est important à noter, c'est de ne pas vous-même réinvestir cet argent. Je veux dire, ne touchez pas vos dividendes dans le but ensuite de les réinvestir. Parce que si vous faites ça, vous êtes perdant sur toute la ligne. Imaginons que vous investissiez dans un ETF CAC 40 distribuant. Vous suivez pour commencer la performance du CAC 40 et pas celle du CAC 40 GR. Donc, vous perdez de la performance. Ensuite, quand vous utilisez vos dividendes pour racheter des parts d'ETF, vous payez des frais. Vous perdez de la performance. Et enfin, si vous avez un CTO, entre le moment où vous allez toucher vos dividendes et le moment où vous allez les réinvestir, l'État aura au passage prélevé impôts et prélèvements sociaux, comme on l'a vu, 30% en moyenne. Vous perdez de la performance. Principe numéro 8, ce n'est pas le moment où j'investis qui compte, c'est le temps où je reste investi. Comme on l'a vu dans le principe numéro 1, sur le long terme, les marchés sont haussiers. Par contre, sur le court terme, ils peuvent fluctuer. Et c'est là qu'arrive la fameuse question que beaucoup de personnes se posent. Ok, comment savoir si c'est le bon moment pour investir? Comment savoir si je ne vais pas investir mon argent et que les marchés vont pas baisser juste ensuite? Et la réponse à cette question, c'est que, a priori, à moins d'être capable de prédire le futur, il n'y a pas de possibilité d'avoir une réponse. Et donc le meilleur moyen de profiter des hausses et des baisses, c'est d'investir tout le temps, c'est-à-dire d'investir régulièrement. Et peu importe si le marché est haussier ou si le marché est baissier. C'est la méthode du dollar cost averaging, ou moyenne des coûts en dollars, qui permet de minimiser les risques associés à un titre. Donc on va prendre deux exemples concrets. Cas numéro 1, il y a 8 mois, vous décidez d'investir dans des actions Tesla. Je prends ces actions comme exemple car elles ont pas mal fluctué ces derniers temps à la hausse comme à la baisse. Vous décidez donc d'acheter fin février 2022 20 actions Tesla au prix unitaire de 290,14 euros pour un montant total de 5 802,80 euros. Cas numéro 2, maintenant, il y a 8 mois, vous décidez toujours d'investir dans des actions Tesla. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas acheter 20 actions d'un coup. Vous décidez de répartir vos 5 800 euros en 8 parts égales de 725 euros pour acheter des actions Tesla tous les mois. Le mois numéro 1, avec 725 euros, vous pouvez acheter 2 actions à 290,14 euros pour un montant de 580,28 euros. Il vous reste 144,72 euros pour les mois suivants. Le mois numéro 2, vous investissez 725 plus 144,72 du mois dernier, soit 869,72. Vous pouvez donc acheter à nouveau 2 actions au prix de 359,20. Elles ont augmenté et il vous reste 151,32 euros pour le mois suivant. Mois numéro 3, vous investissez 725 plus 151,32 du mois dernier égale 876,32 euros. Comme les actions ont rebaissé cette fois-ci, vous pouvez en acheter 3 pour un montant de 870,75 euros. Il vous reste 5,57 pour le mois suivant, etc., etc. Vous avez compris le principe et vous avez toutes les indications sur le tableau. Donc au final, avec la méthode DCA, vous avez également acheté 20 actions de Tesla,
Sauf que vous en avez eu pour 5 561,34 € au lieu de 5 802,80 €, soit une économie de 241,46 €. Le prix moyen d'une action vous est revenu à 278 € au lieu de 290 €, soit environ 4% de moins. Donc non seulement vous êtes gagnant, et en plus il n'y a pas eu de prise de tête à chaque fois pour se dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, je verrai ce mois-ci, le mois d'après, etc., etc. Vous êtes beaucoup plus serein et vous êtes gagnant. Et enfin, dernier principe, le principe numéro 9, sûrement l'un des principes les plus importants, en tout cas au vu de ce qui se passe en général sur les réseaux sociaux et de voir le bruit qu'il y a justement sur les réseaux sociaux. On se fiche des analyses du mois, c'est-à-dire on se fiche du bruit ambiant. Vous avez juste à suivre votre plan sans vous occuper de ce qui se passe. Comme je vous le disais, si vous tapez sur YouTube investir en bourse, vous allez tomber peut-être même directement sur des vidéos qui vous prédisent un futur crash catastrophique, voilà, tout un tas de mauvaises nouvelles, et ce bruit ambiant est énorme parce que évidemment ça polarise, ça fait cliquer, et du coup on se dit mince, est-ce que j'ai vraiment la bonne stratégie, mince, est-ce que c'est pas, voilà, est-ce que ça va vraiment pas se passer, est-ce que je vais pas perdre tout mon argent? Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, vous n'avez pas du tout à vous occuper de ce bruit ambiant. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps, ça va vous faire gagner beaucoup de sérénité mentale. Si vous avez une stratégie passive, vous n'avez pas à vous occuper de tout ça. Sur cette chaîne, je parle de stratégie passive, vous verrez jamais de bilan du mois, de voir qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci, de voir si ça a monté ce mois-ci, si ça a baissé ce mois-ci, d'analyser pourquoi, comment, etc., ce qui pourrait se passer. Vous n'aurez jamais ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous devez faire pour vous, pour faire fructifier votre argent de la meilleure des façons possibles, en tout cas c'est ce que je crois, c'est que vous devez être solide sur les bases, définir une stratégie à partir de ces bases, et ensuite vous y tenir. Tout le bruit extérieur ne doit pas vous atteindre. Vous devez simplement définir votre stratégie et ensuite la tenir, investir mécaniquement comme un robot. Simplement rééquilibrer chaque année, éventuellement faire des micro-ajustements, mais ensuite tenir cette stratégie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais, vous avez l'infographie à imprimer et à afficher si vous le souhaitez. C'est le premier lien dans la description. Vous rentrez votre adresse email, elle arrivera immédiatement. Vous pourrez la télécharger sur votre ordinateur depuis votre adresse email. C'est toujours bien voilà, d'avoir ces principes en tête et de pouvoir tout simplement se les rappeler en un coup d'œil. Et vous avez, comme je vous l'ai mentionné pendant la vidéo, plusieurs autres vidéos si vous voulez aller plus loin, notamment ma vidéo où je vais vous expliquer comment construire une stratégie de A à Z avec votre portefeuille en suivant cette stratégie passive. Donc si ça vous intéresse, vous avez tout ça dans la description. Je vous laisse regarder ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!